Eh ben, bienvenue sur le plateau du Dauphiné Libéré. Merci beaucoup. Ici à Veurey-Voroise. Donc, t'es originaire du Grésivaudan, mais t'es basée à Beaufort, en Savoie. Donc, ça fait une petite trotte. Donc, merci d'être venue jusque-là. Ton entreprise aussi est basée à Beaufort. On va en parler un petit peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de ton expertise, puisque c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. T'es ingénieur en sciences des aliments. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est concrètement? Absolument. Du coup, mon métier, c'est effectivement de connaître finement les listes d'ingrédients, les interactions entre les ingrédients, le lien à la qualité, au goût. Et moi, j'ai fait des études d'ingénieur agroalimentaire et je me suis vraiment spécialisée sur les questions. On va en discuter, hein, c'est tout l'objet, mais qu'est-ce qu'un ingrédient naturel, qu'est-ce qu'un produit simplement transformé, et dans le but vraiment d'aller vers une alimentation plus durable et plus vertueuse. Donc sur cette base-là, tu as fondé ton entreprise qui s'appelle Goom. C'est, donc je cite, une agence d'accompagnement transversal engagée auprès des marques et des consommateurs pour défendre le vrai goût des aliments. Alors qu'est-ce que c'est que le vrai goût des aliments? Alors, en 2 mots, le vrai goût des aliments, c'est le goût qui ne recourt pas à l'ultra-transformation, donc qui ne recourt pas à la chimie alimentaire. Ça veut dire que c'est le goût d'un produit sans arôme, sans texturant, et qui dit du coup ne pas recourir à cette chimie alimentaire, dit forcément qu'on doit avoir des matières premières de meilleure qualité, une maîtrise du savoir-faire industriel voilà, sur les lignes de production. Et donc ça défend intrinsèquement vraiment ce qu'est réellement la qualité alimentaire d'un produit. Et c'est une approche en fait positive pour parler de sujets qui sont sérieux. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, tous les consommateurs, puisqu'a priori on va toutes et tous faire nos courses. Et c'est vrai que face à l'afflux d'informations, même là on voit sur les produits ici, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est compliqué souvent de faire ses choix pour mieux manger. Donc voilà, c'est une expertise qui va nous être très utile et dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer avec une première partie donc où tu vas nous parler de ton approche, donc qu'est l'ultra-transformation. C'est vrai que c'est une approche qui est pas forcément la plus plébiscitée finalement parce qu'on entend beaucoup parler de l'approche nutritionnelle dans un produit, combien il y a de gras, combien il y a de sucre, etc. C'est vraiment voilà, ou bien par exemple les labels, est-ce que c'est bio, est-ce que ça vient de la région, etc. Mais l'ultra-transformation, on en entend moins parler. Est-ce que tu peux nous dire, donc vraiment nous expliquer très concrètement, facilement, qu'est-ce que c'est que l'ultra-transformation? Évidemment. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très important aujourd'hui quand on parle de qualité. On ne peut pas passer à côté de l'ultra-transformation. En 2 mots et de manière très simple, l'ultra-transformation, c'est l'utilisation dans les recettes d'ingrédients qui se rapprochent plus de la chimie que de la cuisine. Donc ça paraît effectivement un peu simpliste de dire ça, mais quand on décortique les listes d'ingrédients aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui en fait sont pratiquement de la chimie, comme on peut retrouver ces ingrédients dans certains médicaments et qui sont pas du tout des matières premières nobles. Et pour comprendre l'ultra-transformation, en fait, il faut comprendre déjà ce que c'est que la transformation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de confusion entre ultra-transformation et transformation. On transforme depuis la nuit des temps les aliments pour les rendre consommables. On fait de la cuisson, de la mise en poudre. Donc ça, c'est pas un souci tant qu'on reste en fait dans des transformations physiques, thermiques simples. Le souci, et ça on le fait on a accéléré ça depuis les années 60, c'est le fait d'ultra transformer. Donc on va beaucoup plus loin que simplement des traitements physiques, thermiques simples. On vient carrément isoler des composés d'intérêt des matières premières. Si je prends un exemple, la farine, on vient en isoler l'amidon, le gluten. De cet amidon, on peut le transformer en sirop de glucose. En fait, c'est ce qu'on appelle le cracking alimentaire. Et ça a l'avantage d'être une nouvelle économie pour les fabricants d'ingrédients. C'est beaucoup moins cher, in fine, dans le produit. C'est plus efficace aussi. Donc, ça rend en fait la formulation plus facile. Il y a besoin de moins d'expertise fabricant. Et le problème, c'est que ce n'est pas sans conséquence, et pour la santé, et pour l'environnement, mais aussi pour la défense de nos patrimoines culinaires. Donc c'est un vrai enjeu. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des produits de grande surface qui sont des aliments ultra transformés. Et pour terminer, oui, un aliment ultra transformé, par définition, du coup, c'est un aliment qui contient au moins un ingrédient ultra transformé, parce que ce sont les ingrédients
qui sont ultra transformés et ensuite remis ensemble pour faire un aliment ultra transformé. On va reparler des enjeux de santé de l'ultra-transformation dans un instant. Mais juste, tu disais que c'est plus facile pour les industriels d'avoir recours à l'ultra-transformation. Pourquoi ? Alors, je vais prendre un exemple dans le chocolat, par exemple. On ajoute... les industriels d'aujourd'hui ajoutent plus facilement de la lécithine de soja, donc c'est de l'additif E322. Et cet additif, en fait, il permet de gagner énormément de temps sur la fabrication du chocolat. Mais du coup, en fait, on n'est plus sur le vrai chocolat où on a fait une étape qu'on appelle de conchage, où on mélange lentement la matière grasse et la pâte de cacao. Et ça, véritablement, en fait, c'est un savoir-faire. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'un chocolatier qui arrive à se passer de lécithine de soja, en fait, il défend un vrai savoir-faire. Et bon, en plus de ça, la lécithine est un ingrédient qui, comme tous les ingrédients ultra transformés, on va en discuter ensuite, mais ça pose un souci. Et là, en l'occurrence, sur la perméabilité intestinale, parce que c'est un ingrédient pur. Donc, c'est pas si simple de faire simple, en réalité. Ouais. Okay. Donc là, par exemple, dans le cas du chocolat, effectivement, ne pas avoir recours à la lécithine de soja, ça implique de devoir prendre plus de temps de fabrication et donc c'est moins rentable, etc. D'accord. Dans le jambon, le nitrite, excellent exemple aussi, le fait de réussir à travailler sans nitrite, là, il faut revoir complètement le procédé de fabrication de matières premières. Donc, voilà, c'est un engagement très fort, en fait, de chercher à faire reculer l'utilisation d'ingrédients ultra transformés dans les recettes. Pourquoi justement privilégier cette approche-là ? Donc tu parlais des enjeux de santé. Est-ce que justement tu peux nous préciser pourquoi est-ce que effectivement ces processus de cracking, d'isolation, etc., c'est quelque chose qui est moins bon pour la santé ? Tu l'as très bien dit. En fait, historiquement, on a toujours... Enfin, déjà, pour répondre à ta question, il faut comprendre ce qu'on appelle un aliment sain. C'est quoi un aliment sain ? Et en fait, on a, depuis très nombreuses années, on ne regarde pour parler d'aliments sains que la quantité de gras, sucre, sel, protéines, fibres. Donc, la table nutritionnelle nous donne cette information-là. Et on pense qu'on fait bien en choisissant pour sa santé des produits qui sont faibles en gras, sucre, sel. En réalité, c'est les études, en fait, depuis 2009, on a aujourd'hui un gros faisceau de preuves qui montrent que c'est insuffisant et qu'en fait, ça dépend du degré de transformation de ce sucre, de cette graisse, des fibres, des protéines. Donc, en fait, c'est pas tant l'approche, le nutriment qui compte, mais c'est en fait comment est-ce qu'il est transformé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui explique le potentiel santé, donc la capacité d'un ingrédient ou d'un aliment à être sain, c'est finalement l'interaction de tous les composés entre eux dans ce qu'on appelle la matrice. Et c'est complètement révolutionnaire parce que ça veut dire que maintenant on peut expliquer pourquoi le miel, à calories égales du sucre, on est sur 2 produits sucrés, mais le miel est protecteur parce qu'en fait il y a des antioxydants, il y a une matrice alimentaire qui fait que c'est pas que du sucre pur. C'est quoi la matrice alimentaire ? La matrice alimentaire, c'est vraiment la structure en fait de l'aliment. Dans une pomme, la matrice, c'est la structure de la pomme. En fait, si on zoome, on voit que tous les nutriments sont liés entre eux et c'est ce qui fait que la pomme, elle tient dans sa configuration tridimensionnelle. Et le fait de venir ultra transformer, d'isoler des composés, on perd cet effet matrice parce qu'on vient... C'est comme si, en fait, dans la pomme, on venait isoler le sucre et qu'on disait, voilà, le sucre de pomme, 100% de glucose issu de pomme, c'est bon à la santé. Ben non, parce qu'en fait, la raison pour laquelle la pomme, qui peut être certes riche en sucre, elle est bénéfique, parce qu'il y a des fibres, il y a des antioxydants. Et ça, à l'échelle de tous les ingrédients, c'est quelque chose de très, très important. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'on peut plus simplement regarder la quantité de gras, sucre, sel. On est obligé de regarder la qualité, à quel point ça a été transformé. Et ça, on s'en est rendu compte donc il n'y a pas si longtemps que ça. Comment ça se fait ? Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus ? Ah si, aujourd'hui, il y a un faisceau de preuves qui est immense. Il faut savoir qu'il y a plus de 250 études épidémiologiques dans le monde qui montrent des corrélations entre consommation excessive d'aliments ultra transformés et développement de maladies chroniques. C'est pas pour faire peur à ceux qui nous regardent, mais on relève plus de 32 effets délétères sur la santé, que ce soit développement de cancer, maladies chroniques, dépression. Il y a des corrélations complètement dingues à la surconsommation d'aliments ultra transformés, tous les troubles du comportement alimentaire, le taux de mortalité précoce aussi. Enfin, c'est assez alarmant, sachant que pour donner un peu une vision claire, ces effets délétères, en tout cas, les études tendent à montrer qu'ils apparaissent à partir de 15% en apport calorique journalier.
Donc en fait, c'est 2 portions d'aliments ultra transformés. C'est un soda et une barre chocolatée. Et aujourd'hui, on est quasiment au double. On est à 36% en consommation d'aliments ultra transformés en France. On est à plus de 50 dans les pays comme le Royaume-Uni. Les enfants en consomment près de 47%. Enfin, on est beaucoup trop haut en termes de consommation d'aliments ultra transformés. Et le souci, c'est que c'est pas qu'une histoire de produits riches en gras succiel. Alors, il y a beaucoup de produits qui le sont, c'est vrai, mais pas que. Donc, il faut vraiment avoir une approche à la compréhension des ingrédients. En fait, comprendre ce qu'on consomme et se poser la question, mais on va en discuter de comment est-ce qu'on peut vraiment bien les identifier. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, tu nous donneras tes conseils. Mais est-ce que toi, tu expliques le pourquoi du comment aujourd'hui, par exemple je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est que le Nutri-Score ou des choses comme ça, où effectivement, encore cette approche-là, alors qu'en fait, est-ce que c'est une histoire de sensibilisation En fait, oui, c'est une vision qui émerge. On entend quand même parler de naturalité, Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les gens ont l'impression qu'il faut fuir les aliments transformés. Or, dès que je fais un gâteau à la maison, en fait, je transforme. Et en fait, la cuisine, c'est de la transformation. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le problème, c'est pas la transformation. C'est vraiment l'ultra-transformation et le fait qu'en fait, les recettes des produits qu'on achète en supermarché utilisent de la chimie, donc des ingrédients qui sont trop purs. Et juste pour réexpliquer peut-être un effet santé, mais il faut comprendre que le fait d'avoir des ingrédients qui sont trop purs et qui du coup ne sont plus des ingrédients complexes et qui sont proches en fait de ce qu'on pourrait avoir dans un médicament, fait que le corps en fait n'a pas besoin de mettre en place tout son système de digestion, etc. L'ingrédient il est pur, donc il a pas besoin il est prédigéré. C'est comme si le corps du coup n'avait pas besoin de travailler en fait pour l'assimiler, et ça pose énormément de soucis évidemment. Donc toi tu as développé une allégation qui s'appelle ingrédients simples notamment, et un calculateur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors nous on a voulu en fait on sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire ses courses et d'y voir plus clair, c'est un enjeu essentiel, et donc on a décidé de mettre à disposition de tous, que ce soit consommateurs, industriels, finalement les définitions et la liste des ingrédients qu'on peut considérer comme ultra transformés ou non. Donc on a fait un cahier des charges qui est disponible gratuitement, qui est transparent et qui effectivement vient en fait encadrer une allégation. Alors pourquoi on appelle ça une allégation? C'est parce que c'est une petite casserole explicite qui s'appelle ingrédients simples et qui fait référence au cahier des charges et qui permet de distinguer du coup les recettes les plus proches du fait maison où on n'aura pas d'ingrédients ultra transformés bannis par notre cahier des charges. Donc c'est vraiment quelque chose de très de précieux, parce que ça permet, en fait, on a développé ça avec un partenaire qui est ScanUp et qui nous a permis effectivement, en un clic, on peut copier-coller la liste d'ingrédients sur notre site et on a tout de suite une vision sur quels sont les ingrédients ultra transformés et est-ce que le produit est conforme ou pas à l'allégation. Donc c'est vrai. Ça c'est le calculateur, c'est ça quand on oui, ça permet en fait pour quelqu'un qui voudrait avoir tout de suite une vision. On travaille, alors on est en train de travailler avec plusieurs applications pour afficher cette allégation en digital pour pouvoir juste scanner. ScanUp en fait partie, peut-être on est en discussion avec d'autres, mais et on a effectivement la chance d'avoir des marques qui en fait ont adhéré à l'approche, qui est une approche encore une fois positive. On met en avant que ce qui est vraiment vraiment bien fait. Sans pénaliser ceux qui ne le sont pas, et donc on a des marques qui l'affichent directement sur leur pack. Ouais, justement pour aider le consommateur à mieux s'y retrouver dans toutes ces informations parfois un peu complexes, notamment les listes d'ingrédients. Ton approche, elle s'arrête pas là, donc pour prendre goût justement à cette nouvelle approche, toi, tu rappelles qu'on a un outil et un atout très précieux qui est le goût, donc nos papilles, vraiment le sens, le goût, qui nous permettrait justement d'arriver à détecter, en tout cas vraiment à goûter l'ingrédient qui est le moins transformé possible. Oui, c'est un peu ça. En fait, on a la conviction que pour faire changer, en tout cas questionner les préférences des consommateurs, parce qu'on est complètement, en fait, aujourd'hui... on est trop habitué au goût justement de la chimie alimentaire, des arômes, des fausses textures, etc. On ne sait plus faire la distinction.
Et même pire, en fait, le risque, c'est que les gens, même les enfants, en fait, ont des préférences qui vont vers ces faux goûts. Donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de réussir à montrer aux gens que manger sain, en fait, ça peut avoir du goût, ça peut être vraiment un vrai plaisir. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre approche, c'est effectivement de relier le goût à la qualité et de mettre le doigt. Parce qu'après, on peut avoir des préférences. Chacun a les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais par contre, apprendre à reconnaître le vrai goût, ça, c'est plus objectif. Et c'est ça notre enjeu. Parce qu'effectivement, tu l'as très bien dit, par la dégustation, en fait, on peut avoir une idée, quand on est un petit peu alerte à ça, sans qu'on nous parle de packaging, de promesses. Justement, on peut se dire, ah oui, ok, ça, c'est un vrai produit. Et bon, je te dis pas que c'est vrai à 100%, on peut se faire complètement leurrer aussi. Il y a de très beaux produits qui copient le... Enfin voilà, c'est toute la difficulté, mais en tout cas, ça questionne et c'est une manière aussi de reprendre le pouvoir sur l'alimentation. Enfin, on mange, c'est avant tout de l'expérience et... C'est aussi expérientiel, quoi. Ouais. Et c'est avant tout, enfin, c'est aussi, pas avant tout, mais en tout cas, un plaisir. On va passer à la deuxième partie. Donc, comme c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde, on a demandé sur nos réseaux sociaux à nos abonnés. On leur a posé plusieurs questions. Donc d'abord, on leur a proposé de répondre à un sondage. Donc c'est pas du tout un sondage dans les règles de l'art, c'est rien de scientifique, c'est vraiment un sondage Instagram, mais quand même ça aide, ça nous donne un peu un aperçu. Donc on leur a posé la question suivante: quel est le critère principal qui guide vos achats de produits alimentaires en grande surface? Et ils nous ont répondu, donc à 57% le prix, 17% les labels, donc IGP, AOP, agriculture biologique, 6% le Nutri-Score et 20% les ingrédients. Alors on avait mis le prix dans les critères, même si c'est pas forcément un critère santé, mais voilà, c'est quand même un critère qui est quand même souvent pris en compte et qui nous permettra aussi de faire le lien entre le rapport qualité-prix. Donc voilà, le prix domine dans ce sondage et donc voilà, ce qui montre aussi que finalement les ingrédients et en tout cas toute cette approche-là, effectivement, c'est pas celle qui est la plus connue ou en tout cas la plus prise en compte. On a aussi d'autres critères qui ont été cités par les internautes qu'on n'a pas pu mettre dans le sondage, mais ils nous ont parlé effectivement des produits véganes. Donc ça, voilà, c'est pour les personnes qui font des choix de certains régimes alimentaires ou qui n'ont pas forcément le choix, mais qui ont certains régimes alimentaires. La comparaison prix-ingrédients en valeur nutritionnelle, la proximité et les produits de la région, donc effectivement le côté local. Si les produits sont bruts ou transformés, donc quand même on avait ça. Le rapport qualité-prix. Les goûts de madame. Voilà, j'ai laissé parce que c'était le seul qui effectivement parlait du goût. Donc voilà, et la date. Bon, voilà. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième critère après le prix, du coup, c'est les ingrédients avant le Nutri-Score. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt quand même. Les gens ont conscience de ça. Mais par contre, quand tu dis brut ou transformé, encore une fois, on passe à côté de l'ultra-transformation. Mais bon, c'est déjà encourageant. Oui, c'est vrai que je pense que le mot même de transformation est peut-être déjà un petit peu péjoratif. On leur a également proposé de te poser des questions, justement sur tout ce qui touchait aux produits alimentaires et à leur impact sur notre santé. On a eu plein de questions assez intéressantes, effectivement. Je pense qu'on est beaucoup à se les poser, donc je vais te les poser. Alors, première question, est-ce que acheter les prix les plus bas est vraiment synonyme d'alimentation mauvaise ? Bonne question. Alors, là-dessus, je pense qu'il faut rappeler la différence entre un prix et une valeur, parce que, précisément, en fait, utiliser des ingrédients nobles, donc moins transformés, retrouver du savoir-faire, c'est du temps, c'est de l'expertise fabricant, et normalement, en tout cas, ça a du sens que ça soit plus cher que la chimie, parce que ça a plus de valeur. Donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, et c'est aussi... hyper important de donner de l'espoir aux gens avec des choses concrètes. Dans les rayons, il existe vraiment des produits qui sont simplement transformés, qui ont des ingrédients simples et qui sont tout à fait abordables. J'en ai apporté volontairement plusieurs. On a un produit d'une marque de hard discount qui est un produit... Alors, bon exemple de Nutri-Score ici, mais on est sur vraiment une liste qui est on est vraiment sur un palais breton
tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, ça veut dire que, voilà, même dans des enseignes de hard discount, on peut savoir faire des produits simples. Et donc, ça, c'est important. Tout ce qui est de plus simple, c'est-à-dire des ingrédients qu'on peut avoir soi-même dans ses placards, c'est ça? Absolument. Donc là, farine de blé, beurre concentré, sucre, œuf, jaune d'œuf, sel, poudre à lever, lait en poudre écrémée. Voilà. D'accord. Le beurre concentré, ça c'est un petit... on n'en a pas dans nos placards, mais bon, en termes de... C'est comme son nom l'indique, du beurre concentré, donc on enlève l'eau et voilà, on a plus de beurre. Mais c'est pour montrer que c'est pas qu'une histoire effectivement de prix et de prestige de la marque. Ouais. Exactement. Et ça c'est important de le dire parce que quand on va à la chasse aux produits simples et on vient décortiquer les listes, ce qui est compliqué, c'est que je pourrais pas citer de marques, facilement en tout cas de marques qui font très bien les choses sur tous leurs produits. En fait, on peut avoir, et ça c'est un truc qu'il faut apprendre à faire, c'est de se dire, il faut mettre à bas tous les préjugés qu'on peut avoir sur une catégorie de produits, une marque, parce que voilà, tout existe. Et avant de regarder, on peut pas trop savoir en fait. Effectivement, je rebondis là-dessus. Là, par exemple, ici, on a un produit avec des promesses diététiques, beaucoup de promesses, en tout cas, sans sucre, voilà, sans huile de palme, etc. Et si on regarde la composition, là, sur ce produit-là, on est vraiment sur l'exemple typique d'un produit ultra transformé. On a ici un produit qui contient des édulcorants. Donc, les édulcorants, c'est précisément des ingrédients qui font croire au cerveau qu'il y a du sucre, mais il n'y en a pas. Et c'est des ingrédients qui sont tout sauf des ingrédients simples. Et là, dans ce produit-là, on a de la lécithine, on a un arôme naturel qui n'a rien de naturel en réalité, parce qu'on est... Enfin, dans la vision des gens, le naturel, ça veut dire simple, mais c'est pas du tout le cas. Donc, en fait, ça, c'est un mélange d'ingrédients qui sont... plus proche de la chimie que de la cuisine, et c'est un problème parce que effectivement quand on connaît pas vraiment cette approche-là, on peut dire Nutri-Score A, j'y vais les yeux fermés, mais on n'est pas du tout en train de consommer un produit simple, et on sait que précisément l'ultra transformation, ça favorise, c'est un gros sujet pour toutes les personnes diabétiques. Qui ont des problèmes de santé. Donc là, on vient pas du tout solutionner le problème en leur faisant consommer des produits comme ça. Encore une fois, ce que je dis, c'est vraiment consommation excessive, si on consomme ça très occasionnellement. C'est important de le dire parce qu'il ne faut pas non plus diaboliser la consommation. Et d'ailleurs, dans les études, c'est 15%, mais c'est important de comprendre ce qu'on mange. Surtout des clés de compréhension. Après, on fait comme on peut. Et donc, au contraire, effectivement, sur un produit comme ça, par exemple, où on se dit, c'est un produit apéritif, peut-être à éviter. Et tout à fait. C'est la preuve. Là, et volontairement, je suis allée chercher des exemples de produits qui, pour déconstruire un peu des idées reçues. Ici, on est sur un biscuit apéritif. Où là, pour le coup, la liste est vraiment remarquable. Farine, beurre, emmental, levure, sel, lait écrémé en poudre, farine de malt d'orge. Il y a même pas de sucre dans cette recette, sachant que parfois il y en a. Bon, voilà, mais c'est remarquable et ça montre que on peut tout à fait trouver dans nos rayons. Alors après, c'est parfois un peu difficile, mais ça existe. Donc là, c'est une question peut-être qu'on y a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que le Nutri-Score est réellement fiable En fait, le Nutri-Score, alors on va le montrer peut-être aux personnes qui nous regardent, mais en fait, le Nutri-Score, c'est la synthèse de cette partie-là du packaging, qui est la table nutritionnelle, où on vient lister effectivement le taux de gras, sucre, sel, protéines, fibres, et on en fait on fait un calcul et ça reflète du coup la valeur de ça. Mais ça vient pas du tout prendre en compte la liste d'ingrédients. Et donc on peut avoir des choses, évidemment, un feuilleté comme ça, c'est riche, c'est pur beurre, donc forcément que c'est gras et c'est salé, c'est un biscuit apéritif. Donc en fait, simplement, ce qu'il faut avoir en tête, mais ça c'est la prise en compte et la compréhension de ce que c'est que l'équilibre alimentaire, mais c'est d'apprendre aux gens que on mange pas au repas que ça, quoi. En fait, ça c'est des produits plaisir, on en mange un petit peu, mais pas besoin de dire aux gens attention c'est gras, oui c'est un... Donc c'est pas l'approche qu'il faut privilégier, en tout cas on peut le faire, mais dans un deuxième temps, avant on regarde la liste d'ingrédients, si on veut vraiment adresser la santé à long terme, bien sûr. Autre question,
pourquoi les produits les plus simples, donc sains, ne sont pas logiquement les moins chers? Donc là, tu en as déjà parlé, je ne sais pas s'il y a besoin Ouais, c'est vrai qu'on on l'a bien dit, bah oui, parce que c'est vrai que ça devrait. En fait, là où c'est peut-être un peu vrai, c'est si on prend vraiment les plus simples, donc vraiment les ingrédients bruts cette fois, donc tout ce qui est fruits et légumes bruts par exemple, bah oui, c'est moins cher qu'un produit, enfin, c'est moins cher qu'un produit déjà transformé, heureusement, parce qu'il y a moins d'étapes. Mais donc on peut aussi, si vraiment on a envie et qu'on a le temps aussi de cuisiner, bah, on peut partir de produits bruts et faire soi-même ces petites transformations. Mais voilà, ça donne quand même espoir de savoir qu'il y a des produits tout faits qu'on peut choisir quand on n'a pas le temps. On n'a pas toujours le temps de le faire. Et la question suivante qui rejoint un peu ça, comment manger sain avec un petit budget, si on prend en compte justement cette approche de l'ultra-transformation, plutôt éviter? Le mieux, ça serait de dire aux gens de cuisiner à partir de produits bruts, mais je trouve que c'est un peu difficile de passer de... Enfin, la transition, elle est brutale pour quelqu'un qui n'aurait pas cette habitude-là. Donc, je pense que le plus simple, c'est effectivement d'apprendre à se sensibiliser aux listes d'ingrédients, ou du moins essayer de réduire un peu sa consommation d'aliments ultra transformés et faire des choix plus éclairés, sachant que, encore une fois, dans les marques distributeurs, grande surface, on est en général sur des produits qui sont mieux-disants, encore une fois, en général. C'est pas toujours le cas, mais ça donne quand même bon espoir. Je crois qu'on a déjà la réponse à celle-ci, mais quand même, si la liste d'ingrédients est bonne, mais qu'il y a beaucoup de sucre, je privilégie quoi? Ça dépend quel sucre, en fait. Et ça, c'est peut-être important aussi de le dire, parce que peut-être les gens n'ont pas conscience que l'un des ingrédients fléaux sur lequel il faut être alerté, c'est tout ce qui est sirop de glucose, dextrose, fructose, des mots qui font peut-être peur quand on rentre dedans, qui ne sont pas codifiés avec un E quelque chose, et on entend souvent les gens dire il faut faire attention aux additifs. Bon, ça, c'est pas des additifs et pourtant c'est présent partout. Ça, c'est vraiment des sucres ultra transformés, donc ceux-là, vraiment les éviter. Mais sur le sucre, je dirais que ce qui est important, et là on rejoint un peu la question du goût, c'est d'apprendre aussi à être... le sucre, il est censé apporter de la satiété sensorielle, c'est-à-dire que quand tu as mangé trop sucré, normalement, t'es rassasié de... il faut apprendre, en tout cas, pour désucrer pour apprendre à désucrer son alimentation, il faut apprendre à se dire, là, j'ai mangé un truc sucré et j'en ai pleine conscience. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sucre caché, où on n'a pas toujours l'impression... Typiquement, quand on met du sel en face du sucre, on n'a pas l'impression d'avoir mangé du sucre, donc on a encore envie de sucre après. C'est un peu le souci. Alors que tu manges une bonne glace, c'est que des ingrédients simples. Oui, ça va être sucré, mais bon, tu es en pleine conscience que tu es en train de consommer du sucre, donc tu auras plus tendance à vouloir arrêter. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au vrai goût, finalement, en tout cas quand on apprend, parce que c'est aussi apprendre à désucrer ce qu'on consomme, on va vite être... le sucre devient un problème, parce que ce qui est intéressant, c'est plus la partie sucrée, c'est la partie aromatique, parfum du produit, et c'est ça qui apporte de la satiété sensorielle. Donc c'est aussi toute une éducation, mais on peut très bien finir par vraiment sucrer très légèrement et être très content, quoi. Plaisir, c'est ça que je veux dire. Parce que le sucre va venir masquer les arômes? Oui, le sucre à la fois il exauce, mais quand il est trop présent, en fait, le problème, c'est que les préférences des consommateurs aujourd'hui sont très orientées par les saveurs. Donc, quand c'est très sucré et gras, quand c'est salé et gras, et un peu le parfum que ça a, c'est un peu moins important. Mais quand on s'intéresse au vrai goût, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est quel est le parfum du produit. Et le gras, sucre, sel, c'est moins important, quoi. On en reparlera tout à l'heure, justement. Dernière question, quand même, peut-on avoir confiance en des produits tout prêts? Bien sûr, évidemment, on peut avoir confiance en des produits tout prêts. Encore une fois, là, j'ai envie d'être positive, parce que dans les rayons, c'est pas toujours facile d'en trouver, mais c'est quand même la preuve que ça existe et que c'est possible. Là, par exemple, on a un cassoulet au confit de canard. Bon, typiquement, le produit emballé classique. Et là, on se dit, on va trouver une liste catastrophique. Et là, on est vraiment sur une liste qui est très très proche du fait maison.
Et surtout, ce qui est fantastique, moi, quand je vois un produit comme ça, je me dis on peut y arriver. On a une saucisse de Toulouse grillée qui n'a pas de nitrite, pas de dextrose, pas d'arôme. On est vraiment là sur de la recette archi clean et c'est là où c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est une recette qui est plus clean que certaines saucisses qu'on nous dit artisanales, qu'on trouve là pour le coup à un prix qui est décorrélé de la valeur, parce qu'à partir du moment où on utilise cette chimie-là, on ne devrait pas prôner le côté artisanal ou très qualitatif. Et là, c'est un produit qui en fait pas du tout trop en termes de marketing, et puis pour autant, là, vraiment remplit toutes les promesses, et bien au-dessus d'un produit, j'allais dire, artisanal classique. Donc, c'est la preuve, et encore une fois, c'est la liste d'ingrédients qui permet d'appréhender la qualité. Ouais, donc ça nous rappelle qu'il ne faut pas juste penser en termes d'agroalimentaire ou penser en termes de... Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on achète en grande surface, des choses comme ça. En fait, faut comprendre que l'industriel, ça peut être de la cuisine avec une grosse marmite, en fait. Il y a beaucoup d'industriels où c'est pas le cas, effectivement. Et, voilà, moi, c'est ça aussi mon combat, où du moins, j'aide les marques à s'améliorer. Mais il faut quand même dire que c'est tout à fait possible de réussir à grande échelle à faire des choses qui sont simples, et c'est la bonne nouvelle parce qu'on a besoin de produits dans les rayons. Voilà, on ne peut pas se satisfaire que, ce serait trop beau, hein, mais que les gens cuisinent eux-mêmes. Et voilà, on ne peut pas faire soi-même sa saucisse, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est important de rappeler ça, et tu l'as très bien dit, c'est pas une catégorie de produits qui doit nous arrêter. Bon, après, les plats cuisinés, c'est amusant parce que les plats cuisinés, c'est de mieux en mieux, en tout cas en termes de liste d'ingrédients, alors que c'est contre-intuitif. Mais il y a des rayons encore où c'est très compliqué, hein, les biscuits sucrés, c'est vrai que c'est difficile de trouver des recettes simples, mais voilà, c'est possible. Il y en a, et c'est pas forcément les plus chers. On va passer à la troisième partie, partie dégustation. Pour mettre en pratique tout ça, parce qu'effectivement, donc, ton approche de l'ultra, c'est vraiment ce mot, il est difficile à dire, ultra transformation, elle est aussi corrélée justement au goût, et tu réhabilites justement le goût, et c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qui est un peu délaissé, alors pas pour les fines bouches et les amateurs de bonne cuisine, mais c'est vrai qu'on mange de plus en plus devant nos écrans, etc. Donc on pense peut-être moins au goût. Mais voilà, toi tu l'utilises comme outil, comme on disait, pour justement aller vers une alimentation qui soit plus saine et moins ultra transformée. Donc on va mettre tout ça en pratique. Tu nous as apporté deux. Donc on va faire deux types de dégustation. Les premiers produits qu'on va venir comparer, donc c'est des biscuits nappés, c'est ça? Ouais, je voulais te faire goûter effectivement deux biscuits, là volontairement diamétralement différents, j'en dirais pas plus, mais là on a plein de choses à découvrir effectivement en termes de différence sur le goût et ce que ça veut dire sur la qualité après. Ouais. Et je vais bien déguster. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris un petit bandeau pour les yeux. T'as bien raison. Donc je vais le faire. Je vais me prêter au jeu et voir si mon goût Allez, c'est parti. est suffisamment développé pour essayer de voir si j'arrive à faire la différence entre un produit avec une bonne liste d'ingrédients. Donc c'est une même catégorie de produits, un même produit, mais juste avec des listes différentes, celle-ci, c'est ça? On se parle effectivement d'un biscuit nappé chocolat noir. Donc ici, on a la recette effectivement qui est très ultra transformée, et ici, on a la recette simple. Ok. Mais du coup, il va falloir comparer surtout. Souffler par le nez. Ouais, tout à fait, pour activer en fait le passage des arômes, puisque les arômes sont perçus dans le nez. Et les arômes, c'est ce qui nous donne, en tout cas, s'il n'y a pas d'ajout d'arômes ajoutés, donc ultra transformé, ça nous donne une idée de la qualité. Donc on commentera après. Ouais, on commentera après. Je te laisse donc le deuxième. Celui-ci. Merci. Attends, vas-y, je vais les mettre de côté. Non, mais en fait, je sais déjà, je peux. Oui, vas-y, bien sûr. Donc, pour moi, celui-là, c'était le sain, la bonne liste. Est-ce que je vais me tromper? Et celui-là, c'est le... Ouais, non, mais tout à fait. Là c'est assez marquant en termes de... Mais c'est vrai que, c'est marrant parce que quand même, visuellement, on voit pas trop la différence. Non, mais
Bon, après, moi, je suis pas du tout experte de ça, mais c'est vrai que je mets du chocolat partout. Mais, mais c'est vrai comment dire, là, c'est vraiment des arômes que je reconnais. Alors que là, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. qui se Ouais, passent. ouais, Donc, tout à fait. et c'est vrai que côte à côte, enfin, vraiment, c'est assez flagrant. Bah oui, là, c'est clair. Et en fait, donc dans le premier, je sais pas si t'as senti, mais on a vraiment une intensité cacao, Ouais, chocolat. ouais, On n'a pas très du tout de cacaoté. vanille. Bah, de toute Là, façon, on l'a il y pas en a trop, pas. le cacaoté. On a vraiment Non, le... Ouais. pas du tout. Et en fait, même en termes de texture, ici, on est sur quelque chose. Enfin, la mâche est très différente. Ça, c'est Mm, intéressant parce que, mm. en fait, ici, on a vraiment. Enfin, c'est aussi le problème des aliments ultra transformés en général, c'est qu'ils sont souvent c'est des textures beaucoup plus éphémères qui demandent de moins mâcher. Et là, je trouve que ça se ressent. Là, on a vraiment un biscuit Ah ouais, croquant, complètement, ouais. Mm. alors que là, on est sur quelque chose de plus Ça voilà reste qui en se bouche, délite. alors que là, c'est... Ouais, Et l'aromatique est vraiment impossible ouais. Décortiqué. à décortiquer. Je pense qu'ils ont mis une mini aromatique coco dans leur Ouais. espèce de mélange d'arômes, mais il y a aussi quelque chose de très vanillé. Et là, en termes de longueur en bouche, et enfin, je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, mais c'est typiquement, vraiment des listes qui sont chargées en ingrédients ultra transformés. Et si tu te fais le paquet, après, tu as même, et ça c'est typique en fait de la chimie alimentaire, tu as même en fait vraiment une espèce d'arrière-goût et d'arrière-sensation en bouche qui est assez désagréable et qui est Et lié ça, c'est la au... chimie, Ouais. ouais. Mm. Et en général, c'est aussi pour ça que peut-être que pour pas... On l'a aussi évidemment sur les bonbons, hein, cette sensation-là, mais du coup, tu essayes de... soit tu continues à en manger, enfin voilà, il y a quelque chose aussi peut-être de reviens-y par un confort. Ouais. Puis même si on mâche moins, si C'est ça. ouais. Tu nous as également apporté donc une deuxième typologie de produits. Oui, là, je voulais te faire goûter Alors, quelque chose de différent. C'est une autre approche. Oui. En fait, c'est intéressant pour illustrer... Hop, pour illustrer enfin, ce que je veux te faire vraiment ressentir, c'est vraiment la qualité du produit à la dégustation. Là, on a 2 tortillas de maïs qui en fait ont la même liste d'ingrédients, donc c'est de la farine de maïs, du sel, un peu d'huile. Donc on se dit, bah voilà, c'est des produits équivalents, ils doivent avoir à peu près le même goût. Et voilà, du coup j'ai envie que tu puisses goûter et que tu puisses me dire ce que tu en penses. Ah, c'est compliqué là. Là, on a vraiment un maïs enfin très, très subtil, pas vraiment puissant. Alors qu'ici, si tu refais l'exercice, vraiment mâche bien. Oui, ok. Mâche bien avant de... Non, mais effectivement, en mâchant, ouais. Bah, Là, on a vraiment... Celle-là, on sent plus le maïs, beaucoup plus oui. le maïs. Là, on a une intensité maïs qui est vraiment très, très, très Alors que là, c'est puissante. surtout la chips, quoi. Enfin, je veux dire, la texture. Tout à fait, c'est ça. Et donc, pourquoi je t'ai fait goûter ça? Parce que ça montre une chose. Là, pour le coup, le fait qu'il y ait une intensité maïs forte, alors qu'il n'y a pas d'arôme, etc., ça veut dire quelque chose sur la qualité intrinsèque du produit. Et en l'occurrence, là, sur ce produit-là, le fabricant s'embête à faire effectivement un séchage lent au soleil, donc ça préserve les arômes, à meuler à la meule de pierre aussi, qui favorise la préservation des arômes. Donc là, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'une marque qui va raconter ses engagements qui peuvent parfois paraître un peu du marketing, là ça se sent vraiment. Et donc là c'est puissant parce que le message véhiculé, c'est de la qualité qui se perçoit à la dégustation. Donc je trouve que c'est, enfin disons que c'est un peu le graal du vrai goût, c'est quand on arrive vraiment à percevoir tous les engagements d'une marque en dégustant, et c'est un peu l'objectif. S'il y avait que des produits comme ça, on arriverait à faire passer des messages forts. Donc là, c'est vraiment au-delà du côté de l'aspect santé, c'est aussi tout ce qui est qualité. Et dans qualité, c'est savoir-faire. Absolument. Parce qu'en fait, on parle d'alimentation durable, ça, on peut peut-être... c'est vrai que c'est important de rappeler ça, mais en fait, la qualité, elle est multidimensionnelle. Aujourd'hui, pour essayer d'avancer et de faire en sorte que les gens consomment mieux, évidemment, la santé est très, très importante, mais il faut penser à tous les autres aspects. La qualité, c'est beaucoup de choses. C'est la rémunération des producteurs, c'est l'impact environnemental, c'est la défense des savoir-faire. Et c'est vrai que cette approche-là, ce que je trouve intéressant, c'est que par la dégustation, finalement, finalement, tout le mal qui se donne, ça peut se goûter. Donc c'est quand même génial d'avoir cette finalité, en tout cas pour le consommateur, qui peut se dire, là, j'achète un produit qui goûte la qualité. Ouais. Donc tout n'est pas non plus dans la liste d'ingrédients, mais c'est comme quand on fait un gâteau maison, il y en a qui peuvent être... Et je le rappelle, à la maison, on peut faire des aliments ultra transformés. Hein, quand on achète
Certaines poudres à lever sont ultra transformées. Mm. Quand on achète de l'huile raffinée à la maison, voilà. Donc c'est aussi important de rappeler qu'on peut fabriquer des aliments ultra transformés à la maison. C'est ça qui est compliqué peut-être dans l'approche, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir quelques notions, quelques billes. notions, voilà. Et après, on fait comme on peut. Là, c'était très dense, il y a peut-être beaucoup d'informations. Oui. Si tu dois donner quelques conseils à un consommateur, une consommatrice qui justement cherche à faire ses courses avec cette démarche-là, un petit peu en tout cas en limitant l'ultra-transformation, des choses très simples à appliquer quand on est dans un rayon de supermarché, c'est le bazar. Déjà, je dirais petit 1, peut-être l'envie, la curiosité de retourner le paquet. Ça, c'est le premier point. Parce que en fait, on a beaucoup d'idées reçues sur il y a des catégories qui seraient ultra transformées, d'autres non. Ça, c'est pas vrai. Et pareil, s'amuser à le faire dans des endroits où il y a des produits plus premium, c'est pareil. On est à l'abri de nulle part. Bon, c'est peut-être pas très rassurant, mais je pense que cet automatisme-là, il est intéressant aussi pour se réapproprier ce qu'on consomme. Et après, en conseil, oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent faire mouche. La présence d'arômes dans un produit, quand c'est écrit même arôme naturel, en fait un arôme c'est un ingrédient, c'est un mélange d'ingrédients qui sont issus de la chimie alimentaire et qui sont là pour pallier au manque de goût de la matière première. Donc bon voilà, si c'est là, c'est que le produit goûte pas à grand chose à côté, donc n'est peut-être pas très bien fait. Mais ça c'est une première chose. Et après, dès qu'on va avoir en fait l'ajout de nutriments isolés, donc en fait une fibre ajoutée, protéines, mais dans la liste d'ingrédients, ça veut dire que c'est isolé et que ça a été ajouté. Ça, c'est ultra transformé. Et puis, je parlais des sirops de glucose, dextrose. Je pense que ça, c'est vraiment la typologie d'ingrédients qu'il faut avoir en tête parce que c'est plus difficile à repérer. On entend des choses sur la taille de la liste d'ingrédients. Parce qu'en fait, dans les faits, à partir de 5 ingrédients, le produit, il a 7 chances sur 10 d'être ultra transformé. Donc, on peut dire aux gens, regardez s'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais bon, ça dépend des catégories de produits. Une salade composée, forcément qu'il y aura beaucoup d'ingrédients. Oui. Donc, voilà, j'ai pas envie de donner des conseils qui soient... qui simplifient le propos. Je pense qu'il faut se poser la question, en fait, quand je regarde la liste d'ingrédients, est-ce que c'est une liste d'une recette de cuisine en fait ou pas? Je pense que ça c'est une bonne question parce que est-ce que si j'avais ma liste je devais refaire la recette à partir de la liste d'ingrédients, est-ce que j'aurais tous les ingrédients quoi? Voilà, je pense que ça c'est un super conseil. Et donc plutôt se fier à ça plutôt qu'aux promesses marketing, aux catégories d'aliments. Alors on peut quand même le dire, je pense que en bio, que ce soit magasin bio ou le bio qu'on trouve en grande surface, c'est quand même mieux disant. Pourquoi? Parce que il y a une certaine... il y a beaucoup moins d'additifs autorisés et la majorité, encore une fois, des additifs sont ultra transformés. Pas tous, mais la grande majorité le sont. Donc effectivement, être vigilant là-dessus, ou privilégier le bio, ça peut avoir du sens aussi d'un point de vue recette, mais c'est pas systématique. Donc, mais le bio limite quand même la présence de certains produits ultra transformés. Très bien. Et merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Bon retour. Merci. Et à bientôt. Merci. À très bientôt, merci.